596e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, dans Paris, depuis 48 heures, des événements se produisent sur la place de la République. Lundi dernier, c'était particulièrement massif, avec plus d'un millier de migrants installés dans des tentes et qui ont été chargés, délogés par la police sur instruction du gouvernement et à l'action le préfet de police de Paris. Et puis, mardi encore, une tentative pour se réinstaller. Qu'est-ce que vous inspire ces événements-là ? Ils me paraissent extrêmement graves. Vous me direz, il ne s'agit que d'une anecdote, somme toute, mais elle est très significative. Et la volonté de s'installer avec les tentes et tout le matériel, à plus d'un millier, place de la République, des migrants ne sont pas innocents. C'est une démarche politique très importante, on peut dire subversive, qui tente à démontrer que, somme toute, il est désormais possible d'occuper les territoires de la République à volonté. Ils en ont été évacués normalement. Et là aussi, je voudrais dire quelque chose sur la querelle qui est faite aux violences policières. Je ne nie pas qu'il puisse y en avoir, et elles sont critiquables. Mais ça devient maintenant un leitmotiv, alors qu'il est évident que la police, devant régler des questions qui sont marginales, qui sont elles-mêmes violentes, ne peut employer que la violence légitime. Et elle est autorisée à le faire, et même, de ma part, encouragée à le faire. Mais alors, disperser des personnes qui n'ont nulle part où aller, où vont-ils ? Écoutez, c'est clair. Et ils savent qu'ils sont là, ils sont illégaux. Ils n'ont aucun droit. Par conséquent, déjà, ce qui leur est accordé est, à mon avis, excessif. Et il faudrait modifier profondément notre législation pour la mettre en état, comme dit le président de la République, en état de guerre. C'est-à-dire supprimer les législations d'ouverture que sont le regroupement familial, le regroupement familial, la loi d'asile, le droit d'asile, le soi-disant droit d'asile, la double nationalité, le regroupement familial, enfin bref, toutes ces législations multiples qui permettent aux gens de passer à travers les mailles de ce qu'on croit être la frontière protectrice des Français. Il n'y a pas de frontière protectrice et il y faudrait une volonté politique que n'incarne pas M. Macron. Par conséquent, il s'agit de procéder le plus vite possible à un changement radical de nos autorités de décision, de façon à ce qu'on mette la France en état de résister à la vague migratoire évidemment prévisible, qui est consécutive d'ailleurs à l'explosion démographique du monde qui est passée en 50 ans de 2 à 8 milliards d'habitants. Par conséquent, la pression s'exercera de plus en plus fort sur nos frontières parce que justement, ce qu'on appelle le boréal, le continent boréal qui va, on peut dire, de Vladivostok à Gibraltar, on peut même, au-delà de Vladivostok, aller jusqu'au Japon, même à la limite, et qui connaît malheureusement ce continent plutôt une baisse des natalités et de la pression démographique. Et par conséquent, la loi mécanique, en quelque sorte, des liquides, fera que ce monde-là se videra dans le nôtre et qu'il faut prendre des dispositions drastiques, des dispositions de combat pour préserver notre espace national. Alors les migrants, si on les appelle ainsi, clandestins, n'arrivent pas tout seuls, ils sont souvent aidés par des associations qui elles-mêmes reçoivent des subventions. Est-ce qu'il faut procéder à un encadrement strict de ces associations ? Bien sûr, tout à fait, et même à des poursuites si elles sont convaincues de complicité, de violation de la loi.
Alors vous parliez du continent boréal, un petit mot de ce qui se passe aux États-Unis avec cette incertitude qui perdure, même si on a le sentiment que les partisans de Donald Trump, sur le plan juridique en tout cas, sont en train de perdre du terrain avec la mise en route du processus de transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous gardez un certain optimisme ou pas? C'est en tous les cas ce qu'essayent ce dont essayent de nous convaincre les médias, à savoir que le coup est joué, que Biden a gagné, qu'il n'y a pas de problème et que Trump ne fait que de la résistance symbolique. Eh bien, non, je crois que ça n'est pas gagné. Je crois que la législation américaine permet d'espérer encore un arbitrage de la Cour suprême qui soit favorable à Trump. Et ça, mon Dieu, ça ne dépend pas de nous, hélas. Alors il y a un thème qui se développe, c'est que si l'échec se confirmait, Donald Trump refuserait de quitter la Maison-Blanche et qu'il faudrait manu militari l'en faire partir. Ça, c'est un des thèmes qui se développe depuis 48 heures. Ça, je veux dire que, alors là, ça m'échappe totalement. Je serais un observateur attentif et indulgent pour tout ce qui permettrait de défendre une politique américaine volontariste et responsable. Alors cette semaine, mardi soir, nouvelle intervention, je crois que c'est la 11e depuis la crise sanitaire, du président de la République, Emmanuel Macron. Vous l'avez regardée? Bien sûr, je les ai toutes regardées et celle-là ne m'a pas convaincu. Je l'ai trouvée neutre, pleine de détails qui me semblent appartenir plutôt au registre ministériel qu'au registre présidentiel. Mais enfin, à la volonté, tant qu'on ne touchera pas, comme je l'ai dit, aux législations d'ouverture, il n'y aura évidemment pas de volonté politique de résistance à la déferlante migratoire. Alors, toujours le Covid. Il y a une espèce d'enchaînement que l'on peut décrire ainsi. La crainte d'être tous grillés, c'est le réchauffement climatique. De tous mourir, c'est le Covid, ou d'une manière encore plus tragique, par le terrorisme. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une combinaison assez artificielle de ces facteurs pour créer une ambiance de peur à travers la planète? Oui, je pense que si ça n'est pas automatique, ce qui pourrait l'être tout de même, compte tenu de la conjonction d'éléments négatifs, ce pourrait être aussi une volonté secrète d'aider à la réalisation de... Comment ça s'appelle ça, le New Reset Le Great Reset. La grande réinitialisation. Et à la grande idée de la mondialisation que nous combattons en ce qui nous concerne de toutes nos forces. Alors, c'est un combat qui mène encore, qui peut mener à une victoire, encore, maintenant, quand on voit les forces en présence? Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, disait Guillaume d'Orange, qui avait bien raison. Alors, retour d'un certain espoir économique pour les commerçants artisans qui vont pouvoir, dès ce samedi de cette semaine, rouvrir et reprendre leur activité. Presque tous, à l'exclusion des restaurants, des bars, des discothèques, etc., qui vont rester fermés au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais l'ancien député Poujadis, que vous avez été, ressent-il cette angoisse pour tout ce pan économique? Je la ressens et je la ressens comme un citoyen qui sait que les artisans et les commerçants sont une composante absolument indispensable de la personnalité française, quelle est la condition du maintien du sentiment de liberté qui justement est attaché à la possibilité de décider de son propre sort sur son propre terrain, au moins professionnel et familial. Or, je crois que malheureusement, nous sommes menacés là d'être submergés par les propagandes adverses. Alors ça rappelle un petit peu le combat des Gilets jaunes, puisqu'on retrouve quelquefois cet esprit d'indépendance qui s'était déjà manifesté dans ce grand mouvement social qui a perduré, qui s'est un peu éteint aujourd'hui, mais qui semble être ciblé par les mesures qui sont prises actuellement dans le cadre de la politique sanitaire. Il arrivera un moment où la répression tacite de la position gouvernementale provoquera un sentiment de rejet. Sentiment de rejet qui peut d'ailleurs profiter au candidat national lors des élections prochaines. Alors dans les mesures, il y en a une qui a beaucoup surpris, c'est de limiter la participation éventuelle de paroissiens dans les églises au nombre de 30, quelle que soit
l'ampleur du monument lui-même. Par exemple, un évêque disait à ce sujet qu'à Lourdes, pour prendre cet exemple, la basilique de Lourdes comporte 20 000 places et on va demander de limiter à 30 personnes le nombre de gens qui C'est dérisoire. Il y a là une volonté qui est provocatrice, car il était tout à fait possible de trouver des dispositions qui soient conformes à la fois à la défense de l'intérêt de la santé publique et le respect qui est dû aux convictions personnelles et religieuses. C'est scandaleux de penser que dans une cathédrale ou dans une église, on soit limité à 30 personnes. C'est grotesque, à moins qu'on veuille acculer, et ce que je leur suggère d'ailleurs, symboliquement, les catholiques de se réfugier dans les catacombes. Comme à l'origine, d'une certaine manière, ou autant des prêtres réfractaires de la Révolution, Absolument. par exemple. Alors un autre exemple, qui touche un petit peu ce domaine d'ailleurs, mais qui est plus culturel, il est question maintenant que l'échafaudage a été entièrement démonté, je parle de la cathédrale Notre-Dame à la suite de l'incendie. Un débat s'est ouvert pour remplacer certains vitraux qui ont été détruits à l'occasion de la catastrophe. Et le débat porte sur le fait de savoir si on reconstitue ces vitraux à l'identique ou bien si au contraire on en profite pour introduire l'art contemporain dans la cathédrale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien évidemment, je pense qu'il faut s'en tenir à la tradition. Et il faut remplacer les vitraux qui ont été détruits par l'incendie dans leur intégralité originelle et se dispenser de toutes sortes de manœuvres modernistes qui n'auraient pour conséquence que de troubler les fidèles. Alors si on reste sur la question des fidèles et éventuellement de la spiritualité, une inquiétude est née à cause de la crise sanitaire, c'est la santé mentale des Français. Vous ressentez cela, que les gens commencent à craquer d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a une vague de dépression? Non, je crois qu'ils en ont vu d'autres quand même plus graves que celle-là. Et il me semble qu'ils sont tout à fait capables de la surmonter à condition de ne pas trop regarder la télévision et de lire quelques livres, quelques bons livres qui les forceront à réfléchir aux réalités à la fois intellectuelles et spirituelles. Alors à propos de lecture, on peut peut-être recommander la dernière livraison de Synthèse nationale que vous avez reçue, avec ce titre « Jean-Marie Le Pen avait donc raison ». Eh oui, ah, merci, un grand merci à la direction de Synthèse. Et notre ami Roland Elie qui et à dirige ce notre groupe. ami Roland Elie qui a le courage et le talent de produire cette brochure. C'est un trimestriel. Et celle-là me paraît particulièrement intéressante. Immigration incontrôlée, islamisme, terrorisme, Jean-Marie Le Pen avait donc raison. Mais oui, mais c'est un petit peu ce qui se dit aujourd'hui, mais encore qu'il ne soit pas trop tard. Hein. Il faut faire vite parce que, comme disait MacArthur, too late, les deux mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Alors il est temps d'agir. Nos gouvernants sont-ils capables de le faire ? Je n'en suis pas très sûr, encore que l'espoir est toujours permis, mais s'ils ne sont pas capables de le faire, il faut les remplacer. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.